Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Ah, le décor. Oui, non, à cause du coronavirus, je n'ai plus accès à mon autre lieu. Je préfère ne pas prendre de risques. Je tournerai ici durant les prochains jours. Tant pis. Bon, bref. Générique? Après la purge qui a été Super Showdown, et après l'incompréhension du développement des storylines WWE, en faisant tout et n'importe quoi, hein, surtout n'importe quoi, il est assez amusant de noter que la WWE a réussi à faire une sorte de lettre d'excuse avec cette Elimination Chamber. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'Elimination Chamber 2020. Un plutôt bon pay-per-view d'ailleurs. Enfin, bon pay-per-view, bon. Match numéro 1, donc, match d'opener, Daniel Bryan contre Drew Gulak. Alors, tout le monde a l'air d'avoir apprécié ce match. C'est le seul match de ce pay-per-view que je n'ai pas aimé. Que j'ai le moins aimé en tout cas. C'est un Daniel Bryan qui est totalement en mode OSEF, en mode service minimum, et ça se voit qu'il n'a pas l'air d'être content d'être là. Hein. Il y a une sorte de frustration qui se sent. Et Drew Gulak, je sais pas, je le sens pas spécialement sécure dans ses prises. Un peu trop brutal. Alors je sais que c'est du catch, donc oui, par définition, je sais que c'est brutal. Mais là, quand même, certaines prises portées sur Daniel Bryan me paraissent un petit peu trop cash, on va dire, un peu trop vrai pour être du catch. Et plusieurs fois, je me suis demandé si Daniel Bryan n'avait pas un problème de santé, ou que l'impact de Drew Gulak sur Daniel Bryan a impacté donc l'état physique de Daniel Bryan. Ouais, je sais, c'est pas très clair, mais bon, bref, j'étais clairement pas dedans. Je trouve Gulak trop dangereux dans ses coups. Et pour info, alors je m'explique un petit peu, j'ai vu ce début de pay-per-view avec ma compagne. Ma compagne qui n'est absolument pas fan de catch, je précise, hein, c'est pas du tout son délire. La preuve, quand elle voit des catcheurs WWE, pour elle, c'est juste de très mauvais acteurs comme les acteurs des sitcoms AB, hein, clairement. Donc autant vous dire que le catch et elle, ce sera pas une grande histoire d'amour, ils vont pas partir en vacances ensemble. Et clairement, elle-même a ressenti il y a un truc qui va pas là dans ton match. Ouais, ça se voit que oui, il y a un truc qui va pas dans mon match. Et que pour quelqu'un qui n'est pas fan de catch puisse me dire un truc pareil, c'est que oui, le match, il y avait un problème. Mais apparemment, personne n'a l'air de gueuler sur ce match. Tout le monde a l'air de l'avoir apprécié, malheureusement, sauf moi. Donc bon, d'ailleurs, je crois, lors de la fin de match, donc victoire de Daniel Bryan au passage, je crois d'ailleurs que Daniel Bryan a dû avoir le haut du crâne en sang. J'ai cru voir un peu de sang sur le haut de son crâne, certainement dû au choc de la souplesse qu'il a dû se prendre de Drew Gulak. Je suppose, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Voilà, je n'ai pas trouvé ce match si incroyable que ça. Je vous rassure, c'est le seul match de ce pay-per-view que je considère comme ça. Le reste des matchs de ce pay-per-view, j'ai adoré. On va voir ça au cas par cas, bien sûr. Second match de cette soirée pour le titre United States, qui opposait Andrade à Humberto Carrillo. Mais il est cool ce match. Il est très cool. Bon, alors définitivement, je ne suis pas un grand fan d'Andrade, mais je ne le déteste pas. Par contre, Humberto Carrillo propose des performances plutôt intéressantes ces dernières semaines, je dois admettre. Bon, par contre, il reste très centré sur les catcheurs à consonance mexicaine ou hispanophone, je suppose. Hein, pas d'amalgame, hein, attention, hein, je vous vois venir les Jean-Michel commentaires, on se calme. Mais bon, mis à part ça, très mouvementé, très aérien, très cool, très agréable. Honnêtement, je dois admettre, eh ben, c'était un bon match. J'ai pris un plaisir assez relatif, je ne vais pas non plus exagérer, mais je dois admettre que ça va, c'était pas si catastrophique que ça. En fait, j'aurais même préféré avoir ce match-là en opener, parce que pour le coup, bah, c'était plutôt intéressant.
voilà, vrai, ça n'engage que moi, vous pouvez ne pas être du même avec moi. Mais bon, victoire d'Andrade qui du coup conserve son titre, même si Humberto Carrillo, je pense, n'est plus très loin d'un titre. Enfin, je l'espère. En tout cas, j'espère qu'il n'aura pas fait tous ses efforts ces dernières semaines pour finalement ne rien toucher. Ce serait dommage. Mais bon, on fait avec. Hein. Mais bon, bref, bonne performance des deux. Vraiment, match très très cool du coup. On continue avec le très très gros morceau qui du coup donne le nom à ce pay-per-view, le Elimination Chamber match pour le SmackDown Tag Team Championship. Je sais, c'est très long comme phrase. Donc qui opposait, désolé, je vais prendre mon carnet, malheureusement ce n'est pas mon carnet Metallica, il a dû spammer dans un déménagement je pense. Donc qui opposait donc The Miz et Morrison, les champions en titre, à Bobby Roode et Dolph Ziggler. Oui je sais, il s'appelle Robert Roode, mais pour moi il restera toujours Bobby Roode au fond de mon cœur, que voulez-vous. Le Lucha House Party, alors en entendant le thème je me suis dit tiens, Kalisto est de retour, et en fait pas du tout. Je fais ah, vous avez pris du coup la musique des Lucha Brothers avec Sin Cara et Kalisto. En tout cas, à ma connaissance, c'était ça. Il s'est peut-être passé quelque chose entre temps, j'ai peut-être loupé un truc, bref. Heavy Machinery, qui Otis a toujours une dent contre Dolph Ziggler. Ça se sent dans le match, bien sûr. New Day et The Uso. Le match commence avec les New Day contre les Uso. Alors, deux adversaires qui clairement se connaissent, parce que c'est limite une tradition à la WWE que les Uso et les New Day s'affrontent à chaque fois pour un titre tag. Que voulez-vous? Mais c'est limite une valeur sûre, donc je peux pas enlever ça en fait à la WWE, c'est une valeur sûre. Donc pour le coup, bah, ça fait le café jusqu'à ce que les prochaines équipes arrivent. Ensuite, les Lucha Machin arrivent, Miz et Morrison arrivent, les Heavy Machinery arrivent, et alors, ça m'a un peu surpris, je dois admettre, les Lucha House Party nous ont fait un truc magistral. C'est-à-dire que clairement, niveau aérien, etc., je crois qu'ils n'ont rien à envier à Rey Mysterio, John Morrison et autres Kofi Kingston, clairement, parce que là, c'était juste « Oh my God !» Sérieusement. Manque de bol, bah, ils se sont fait éliminer par Heavy Machinery. Différence de poids, je suppose. Hein. Voilà. Puis finalement arrive Ziggler et Roode. Donc la dernière équipe à entrer dans le match. Otis, si je ne me dis pas de bêtises, donc, a voulu faire un spear ou attraper Ziggler en route, je ne sais pas. Se prend finalement une cage dans la gueule, puis se fait donc éjecter, parce qu'en fait, il a fait un plaquage, en fait, il a dû faire un bisou certainement à la plaque vitrée qui était dans une des cages qui donnait du coup sur l'extérieur du ring, qui malheureusement l'a fini sonner. Et étonnamment, son partenaire, je me dis que si un jour la Heavy Machinery devait se finir, son partenaire devrait certainement plutôt bien se débrouiller un jour sur une carrière solo. Ça n'engage que moi bien sûr, mais je trouve qu'il a plutôt fait le boulot. En tout cas, il m'a paru convaincant, hein, je dois admettre, même si bon, il s'est fait très très vite jarter par Ziggler et Roode. The Uso élimine du coup Ziggler et Roode. Et alors, je continue. The New Day éliminé par Miz et Morrison, assez opportuniste, je dois l'admettre. Alors, j'ai aussi oublié de le préciser, à partir du moment en fait, où les Heavy Machinery se font éliminer, le match prend un coup d'accélérateur dans la gueule. Waouh! Et en plus, avec l'élimination des New Day, le match s'intensifie encore plus. Et je dois admettre qu'en affrontement final, donc, The Uso contre Miz et Morrison, bah c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, je ne vais pas refaire le coup du fanboy avec Miz et Morrison, mais je dois admettre que, honnêtement, bah, les voir emporter les titres à nouveau, enfin, conserver les titres, bah, moi, je trouve ça plutôt cool. Il y en a beaucoup qui gueulent parce que, clairement, bon, bah, c'est rien d'original, etc. D'autres disent que c'est pas mérité, etc. Moi, honnêtement, les voir tricher un petit peu, c'est pas très, très grave, honnêtement. Voilà, c'est... Ouais, non, honnêtement, l'élimination d'un des frères Uso, alors encore une fois, je connais pas les noms, désolé, enfin, si, je sais que c'est Jimmy et Jay, mais là, honnêtement, je veux dire, ils ont la même coiffure, des tatouages assez similaires, pour les reconnaître, bon courage, surtout dans le feu de l'action en plus. Donc du coup, l'élimination à 2 contre 1 d'un Uso avec Miz et Morrison, juste, ça sent l'opportunisme, mais en même temps, dans ce genre de match, faut être opportuniste, clairement. Et ils ont été opportunistes. Du coup, victoire de Miz et Morrison qui conservent leur ceinture dans un plutôt bon match, je dois reconnaître.
Un match qui, pour le coup, était intéressant. En tout cas, j'ai été plutôt bien diverti. Et j'ai passé un plutôt bon moment en regardant ce match. Donc bon, c'est pas le match de l'année, mais voilà, moi j'ai pris mon pied en regardant ce match. Quatrième match de ce pay-per-view, donc le match sans disqualification opposant du coup AJ Styles à Aleister Black. Alors non, je vous remettrai pas la photo d'Aleister Black et moi d'il y a quelques années. Non, on va éviter. Je l'assume moyen en plus la photo. Je l'ai mise, mais je l'assume moyen. Bref, on s'en fout. Alors, je me permets une petite aparté avant de commencer à parler du match. Lors de l'entrée d'Aleister Black, alors je crois que c'était lors de l'entrée d'Aleister Black, de toute façon c'est lors de l'une des deux entrées donc, un mec dans le public avait une pancarte avec marqué « Kingdom Hearts sucks ». Oui, je sais que c'est une chronique catch, mais là je me permets une petite parenthèse, vu que moi non plus je n'aime pas Kingdom Hearts. Définitivement, ce n'est pas le RPG que j'apprécie. J'adore Disney, hein, mais non, définitivement. Ouais, non, je suis pas fan de Square Enix. Hein. Je veux dire, la seule œuvre de Square Enix que j'ai appréciée, c'est Chrono Trigger. Désolé pour les fans de Final Fantasy VII. Hein. Oui, j'en ferai peut-être une vidéo de Final Fantasy VII que je trouve un peu surcotée, mais pour d'autres raisons. Enfin, surcotée. Pas tant que ça, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, match très très cool entre AJ Styles et Aleister Black. Très agréable, très agressif, mais pas trop, honnêtement. Comme l'avantage en plus est un no DQ, du coup, ils peuvent utiliser tout un tas d'objets. Je dois admettre qu'il y a quelque chose qui m'a quand même grandement surpris dans ce match, c'est le fait que Gallows Anderson ne soit pas plus intervenu que ça dans le match. Alors oui, ils ont pu intervenir dans le match à un moment donné, mais c'est plutôt vers la fin du match qu'ils sont intervenus. Ce qui fait qu'en fait, tout le reste du match, bah, on les a vus vite fait de loin, mais sans plus. Et ce qui a permis du coup au match de pouvoir se développer, de pouvoir avoir un vrai affrontement entre les deux, entre AJ Styles et Aleister Black. Et c'est pas plus mal, honnêtement. Même si, alors, c'est assez drôle. Au moment où Gallows et Anderson interviennent, donc, le fameux Dong, l'Undertaker débarque, commence à s'en prendre à peu près à The O.C., donc Gallows et Anderson, si vous préférez, et Styles. La lumière s'éteint avec le Dong, le Taker disparaît, et victoire d'Aleister Black qui finalement fait le tomber sur Styles. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Mais alors du coup, qu'est-ce qui devient Aleister Black pour WrestleMania, non? À moins qu'il y ait un tag team Undertaker Aleister Black contre The O.C., donc Gallows, Anderson, Styles. Ce que j'y crois moyen, honnêtement, on va pas se mentir. Parce que Taker faire un tag team à WrestleMania, j'y crois moyen. La dernière fois qu'il y a eu une tentative de tag team, le pauvre Nathan Jones, il a été sur la touche. Donc, voilà, je vois ça. Enfin, à part ça, le match était vraiment cool. Je dois admettre que bien bourrin, bien brutal, ce que j'attends en fait d'un no DQ match. Vraiment, le match était cool et bah parfait en fait. C'est un match vraiment cool, vraiment très sympa, très agréable. Vraiment, j'ai été agréablement surpris et diverti. Franchement, c'est cool. Match suivant, donc pour le Raw Tag Team Championship match, qui opposait du coup Street Profits à Rollins et son pote Murphy. Bon, enfin son disciple Murphy plutôt. Alors, le public qui est à fond derrière Street Profits. Alors, c'est marrant parce que lors de la vidéo sur Super Showdown, j'avais apprécié l'un des membres de Street Profits. Là, cette fois-ci, c'était les deux membres que j'ai beaucoup aimé. Parce que je crois que c'est Montez Ford, le premier, le mec le plus svelte et... enfin, le plus svelte, on va dire. J'avais moins accroché à lui lors du match qu'il a eu du coup pour Super Showdown. Mais là, étonnamment, j'ai apprécié les deux. Pas un seul, mais les deux. Et je dois admettre, c'est vachement cool. Le match est plutôt sympathique, il y a un bon répondant entre les deux. On sent que vraiment c'est un vrai tag team et pas juste deux mecs assemblés comme ce que faisait la WWE autrefois. Alors, je dois admettre, qu'est-ce qu'il mange dans la gueule, Murphy? Mais sérieusement, il mange tellement dans la gueule que je pense qu'il a dû faire au moins 3-4 repas d'avance là. Hein, et alors, j'ai pas très bien compris, les Viking Riders qui débarquent bronchent un petit peu The AOP et puis s'en vont en backstage, laissant du coup Rollins et Murphy seuls, d'une certaine manière.
Et puis un petit peu plus tard dans le match, Kevin Owens arrive très nonchalamment avec un pot de popcorn qui ressemble quand même vachement à une boîte de céréales quand même. Enfin, c'est déguisé en pot de popcorn, enfin, c'est bizarre. Et s'installe en fait, donc il descend l'escalier, il franchit la barrière, s'assoit sur la table des commentateurs hispanophones. Mode Osef, limite. Bon, Rollins qui commence à lui faire une petite menace. Tu vas voir, toi, tu vas voir. Puis finalement, on se prend un plaquage. Enfin, se fait plaquer contre la rambarde, voire la barrière par un des mecs de Street Profit. Et Kevin Owens en mode nonchalamment. Voilà, ça, limite, ça me passe tellement au-dessus. Voilà, je trouve ça vachement cool. Voilà, c'est. J'aime bien Kevin Owens. Bon, c'est pas nouveau en même temps, mais j'aime bien Kevin Owens. Voilà, la classe, très nonchalamment. Franchement, pas besoin d'en faire plus, pas besoin d'en faire des tonnes. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit déguisé avec un masque en ringside, etc. Non, non, le mec, il débarque façon The Shield, c'est le cas de le dire. Sauf que là, il est en tenue civile, t-shirt, jean, avec un pot de popcorn, en mode Osef. En fait, c'est con, mais j'avais l'impression de revoir ce que faisait Dean Ambrose à l'époque. Ou ce que pouvait faire Dean Ambrose à l'époque. Donc, bon, pourquoi pas, après tout, hein, on n'est pas à ça près. Et en fait, le match est très très cool à part ça, mis à part l'intervention. Enfin, c'est même pas une intervention de Owens, parce qu'il n'a pas fait grand chose dans le match, si ce n'est balancer 2-3 popcorn à la gueule de Seth Rollins finalement. Il n'a pas fait grand chose, il n'est pas intervenu dans le match. Plutôt Viking Riders qui a essayé d'occuper d'une certaine manière The Author of Pain. Mais à part ça, sans plus. D'ailleurs, pourquoi Viking Riders débarque comme ça? Enfin, voilà, je comprends pas tellement. Mais bon, match très sympa, vraiment très divertissant. J'ai passé un plutôt bon moment en regardant ce match. Street Profit, c'est juste incroyable. Et honnêtement, je leur souhaite que ça aille encore plus haut parce que franchement, ils le méritent. Même si je comprends pas un truc, pourquoi SmackDown devrait se contenter du coup de l'Elimination Chamber pour leur titre par équipe et Raw juste d'un match par équipe? J'ai pas compris la logique en fait, c'est pas normal enfin. Enfin bref, bon, avec la WWE, je cherche même plus la logique. Hein, mais bon, à part ça, bon, très bon match. Je vais aller très très vite, avant-dernier match de ce pay-per-view, qui opposait Braun Strowman en match handicap face à Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn. Alors, Sami Zayn qui était du coup l'intérêt principal de ce match, hein, clairement. Il est détestable au possible, mais qu'est-ce qu'il le fait bien? Franchement, il le fait parfaitement, le mec. Casse-couille, casse-burne, pète-burne au possible. Il le fait tellement bien. Il le fait tellement bien. Alors oui, par contre, oui, en termes de catch, c'est pas fifou, mais là, au pire, on s'en fout du catch. Dans le sens où c'est la personnalité qui prime. Oui, Nakamura et Cesaro ont fait le boulot. Même si je me posais une question, en fait, très, très, très bête, hein, mais... les 4 veulent la ceinture intercontinentale. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, c'était pour la ceinture intercontinentale. Mais au pire, on s'en fout, c'est pas très grave. Donc je disais du coup, les 4 donc veulent la ceinture. Par définition, la personne qui du coup fera un tombé en premier gagnera ou conservera la ceinture. Bon, jusque-là, ok. Moi perso, j'appelle ça un Fatal 4-Way, j'appelle pas ça un handicap match. Enfin, j'appelle pas ça un free on one handicap match. Parce que par définition, Cesaro ou Shinsuke Nakamura pouvaient remporter la ceinture. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu, hein, techniquement. Même si, oui, bon, finalement, ils étaient juste là pour aider, bien entendu. Mais bon. Alors, ce qui est quand même aussi cool de noter, c'est qu'il s'agit là, du coup, du premier titre que gagne Sami Zayn depuis son titre NXT. Donc, en fait, c'est le premier titre qu'il gagne au sein du roster principal. Enfin, il serait peut-être temps, hein, c'est depuis le temps, enfin, c'est... Mieux vaut tard que jamais. Hein. Bon, t'as pas mal de titres de retard par rapport à Kevin Owens, mais c'est pas très très grave. Mais après, est-ce que ce titre était mérité? Je pense que c'est juste pour faire après de la figuration à WrestleMania face à Braun Strowman, qui va certainement l'éclater en 30 secondes, je suppose, essayant de battre un record, encore une fois, vu que la WWE essaye de battre des records, donc je pense que ça va être le record du match le plus court à WrestleMania, qui va durer même pas, allez, 10 secondes, soyons fous. Allez, hein, je prends les paris, honnêtement. Non, je vais pas me déguiser en panda cette fois-ci, hein, je vais pas prendre de risque. En fait, c'est pas le match qui est intéressant en soi, mais plutôt la personnalité de Zayn qui du coup est tellement détestable que
ça en devient cool. Il en fait des caisses, mais ça en devient cool. Ça en fait quelque chose, alors pas spécialement de marrant, mais ça en fait quelque chose de cool. Donc par définition, ça passe, hein, c'est un peu en mode David Goodenough. C'est bon, ça passe, c'est pas si horrible que ça, mais c'était marrant. Voilà. Donc victoire d'Ozain qui du coup gagne son premier titre au sein du roster principal. Main event de ce pay-per-view qui du coup propose le fameux Elimination Chamber, féminin cette fois-ci, donc l'intérêt principal, vu que c'était comme sur l'affiche. Donc l'Elimination Chamber Challenger, c'est même pas pour un titre, c'est pour désigner le Challenger numéro 1. Alors, par définition, on savait déjà qui allait l'emporter. C'est même pire qu'avec Lesnar en fait. Sauf qu'au moins, là, ils ont la décence de désigner un Challenger, ou une Challengeuse plutôt. Pas de donner le titre d'emblée. Donc bref, alors la mascarade donc implique donc Asuka, Natalya, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan et Shayna Baszler. Alors c'est bien, on se retrouve avec du coup tout l'ancien Riot Squad, qui n'aura pas fait long feu bien sûr. Alors, le match commence avec Natalya contre Ruby Riott. On s'en fout limite, hein, c'est dire. Je sais, je suis méchant, mais bon, en même temps. Sarah Logan entre, et alors là, Shayna Baszler entre, et alors c'est Smash Bros le truc. C'est-à-dire que, limite, c'est même plus Smash Bros à ce stade. C'est tellement indécent la violence du truc. Shayna Baszler fait une soumission sur Sarah Logan, et la fait abandonner. Bon, ok. Fait une soumission sur Ruby Riott, et la fait abandonner. Bon. S'en prend à Natalya, fait une soumission, la fait abandonner. Bon, ok. Alors, on en est où? Liv Morgan apparaît, s'en prend plein la gueule. Alors aussi, un autre truc très con, Shayna Baszler prend Liv Morgan et POUM! La tête contre le plexi. Génial! Bon, on n'avait pas assez de violence dans ce match, hein, pourquoi pas. Porte une soumission et... Alors, je ne veux pas dire qu'elle l'a fait abandonner parce qu'elle est tombée dans les vapes, donc ok. Même si, à ma connaissance, quand normalement quelqu'un fait une soumission et que quelqu'un tombe dans les vapes, l'arbitre est censé voir si... Voilà. Sauf que là, on ne l'a pas eu, donc je me demande si l'arbitre a fait son boulot correctement. Bref. Et alors, Asuka entre, ça tente 2-3 petits trucs. Soumission sur Asuka et victoire de Shayna Baszler. Bon, ben... Elle est venue, elle a vu, elle a vaincu. Et elles l'ont toutes eu dans le... Non, là, je vais éviter, sinon je vais me prendre des féministes dans la gueule. Alors, voir le roster féminin se faire démolir comme ça, c'est très surprenant. Un peu trop, d'ailleurs. C'est pas le genre de truc auquel je m'attendais. Enfin, j'ai déjà vu combattre Shayna Baszler à NXT, c'est pas le problème. Mais là, waouh! On sent qu'elle était remontée. D'ailleurs, un truc très, très amusant, lors du segment d'Euro qui précédait en fait ceci, donc la signature de contrat où toutes les nanas étaient autour d'une table, etc. Shayna Baszler était la seule qui ne s'est pas mise sur la gueule avec toutes les autres combattantes dans le ring lors d'Euro. Sauf Becky Lynch, mais ça c'est autre chose. Donc déjà, c'était un signe avant-coureur. En fait, le match n'était qu'un prétexte pour faire grimper Shayna Baszler. Pourquoi pas, hein, c'est pas une idée si conne que ça, hein. Après tout, je suis pas contre l'idée. On n'est pas dans l'abus comme Lesnar, par exemple. C'est tout bête, hein, mais on reprend le cas de figure masculin. C'est comme ça qu'il aurait fallu construire Reigns. C'est-à-dire en le faisant combattre les autres personnes du roster et le faire grimper petit à petit. Mais ce n'est pas ce que fait la WWE avec Reigns, ce qui fait que le public a du mal avec Reigns. Reigns, les gens le prennent en pitié parce qu'il a eu une leucémie, je crois. C'est pour ça que du coup, il a une sorte de cote de sympathie. À cause de ça. Sinon, tu te vois huer quelqu'un qui a eu une leucémie? Non, tu passes pour un gros connard, un gros fils de pute. Et pour Lesnar, bon, bah, le mec, c'est limite le Brock Lesnar Championship maintenant. C'est même plus un titre WWE, quoi. Donc, mais pour Shayna Baszler, ils ne font pas la même erreur. Et je trouve ça intéressant, justement, qu'ils fassent grimper Shayna Baszler en lui donnant de la crédibilité comme ça. En gros, personne dans le store va pouvoir lui mettre une branlée. Et c'est elle qui va limite botter des culs. Je suis même surpris qu'ils n'aient pas encore fait un affrontement de Shayna Baszler contre d'autres personnes masculines du roster. Parce que là, pour le coup... Si l'année prochaine, on n'a pas Shayna Baszler dans le Rumble masculin, par exemple,
eh ben, je serais vachement surpris. Parce que franchement, là, c'est mérité. Vu comme est construit, sérieusement, ça serait totalement crédible en plus. Donc, même si, bon, ça sent la future victoire de Shayna Baszler à WrestleMania. Bon, bah, voilà. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais allez, limite, c'est même plus un risque, c'est même plus un pari. C'est limite prévisible possible. Donc bon, voilà, c'est pas... Mais bon, ce qui est assez jouissif quand même, c'est que tout le monde a pris cher pour ce match. Même si finalement le match n'est... J'appelle pas ça un match, c'est juste un prétexte. Rien de plus. Donc bon, victoire de Shayna Baszler qui du coup devient la challenger numéro 1 pour le titre de Becky Lynch. C'est tout, pas grand chose à dire. Bon, conclusion. Je dois admettre que ce pay-per-view est une grosse lettre d'excuse de la part de la WWE vis-à-vis de Super Showdown. Parce que, oui, Super Showdown a été un scandale, on va pas se mentir, c'est du foutage de gueule puissance 1000. Et ce pay-per-view n'a pas forcément les têtes d'affiche, comme justement Reigns, Lesnar, Goldberg, etc., ou John Cena, The Fiend, etc. On n'a que les seconds rôles. En tout cas, je veux dire c'est pas des seconds rôles, mais on n'a que les personnes de milieu de tableau, quoi, d'une certaine manière. Ce qui n'est pas plus mal, parce que finalement, on a eu des performances plutôt intéressantes, on n'a pas eu de vol de spotlight ou autre chose, et finalement, bah, on s'en sort pas plus mal. En fait, le pay-per-view n'était pas indigeste. C'est même un comble que la WWE arrive à nous proposer un pay-per-view de plutôt bonne qualité, entre Super Showdown qui était une purge, et WrestleMania qui n'a aucune hype. Et d'ailleurs, c'est triste de se dire que maintenant, WrestleMania n'est plus WrestleMania. Dans le sens où c'est limite un pay-per-view XXL étiré au niveau durée. Alors oui, c'est dans un stade, mais j'appelle plus ça WrestleMania, moi personnellement. C'est juste un gros pay-per-view, c'est tout. C'est juste un pay-per-view XXL. Il n'y a plus le prestige d'autrefois, il n'y a plus la qualité d'autrefois. Autrefois, WrestleMania, il y a encore moins d'une dizaine d'années que ça, c'était censé être un événement phare. C'était le pay-per-view qu'on est censé attendre une fois dans l'année. C'est l'événement catch de l'année. Là maintenant, c'est tellement banalisé, vu la qualité des matchs qu'il y a là-bas. Le seul que j'attends potentiellement, c'est Rhea Ripley contre Charlotte Flair, et c'est le seul match que j'attends. Et encore, je l'attends, c'est vite dit. Je veux dire, voilà, c'est un peu que choisir entre la peste et le choléra, quasiment. Voilà, je veux dire, c'est... Comme dirait le JDG, c'est limite... Ah non, je vais pas la sortir, celle-là. Non, je vais pas sortir cette phrase. Non, c'est pas une bonne idée. Bref, tout ça pour dire que au moment où je fais cette vidéo, pour l'instant, WrestleMania ne me tente absolument pas. Mais je vais devoir le regarder quand même. Oui, je vais devoir en faire une vidéo. Donc bon, je sens que ça va être très lourd, ce visionnage de WrestleMania. À défaut, au moins on a eu un bon Rumble et un bon Elimination Chamber. Et un mauvais Super Showdown. Que voulez-vous? Donc bon. Voilà, c'est la fin de ce débrief pay-per-view. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à faire partager cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'internet, hein, bien entendu. On se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!